bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHCom dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec l'aide technique de Podcast Factory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Bonjour Philippe. Bonjour Camille. On est super heureux de t'avoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de PHCom. On va commencer avec ton activité. C'est quoi concrètement Ocadeo ? Alors Ocadeo est une entreprise spécialisée dans la maintenance multitechnique, uniquement pour des clients B2B. Donc nous travaillons principalement pour des clients qui ont des magasins, des maisons de repos ou pour des syndics qui gèrent des bâtiments. Mais concrètement, c'est quoi une journée de travail au sein d'Ocadeo ? Alors une journée de travail au sein d'Ocadeo, c'est surtout gérer toutes les demandes des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 10 personnes au bureau et 30 techniciens sur la route. On fait plus ou moins 20 000 interventions par an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les demandes arrivent, par exemple un magasin qui a un problème de lampe parce qu'elles sont trop fortes ou qui ne fonctionnent pas. Ça veut dire que le client envoie un mail ou téléphone au bureau et demande qu'un technicien passe le plus rapidement possible. Est-ce que dans votre secteur, il y a beaucoup de concurrence ? Si oui, qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence ? Tout dépend de ce qu'on appelle la concurrence. Il y a des très grosses boîtes qui font beaucoup de choses, mais qui finalement, ce n'est pas une critique, mais finalement, ils ne font pas beaucoup eux-mêmes, ils font beaucoup de choses en sous-traitance. Donc, ils promettent de faire toutes les techniques possibles. Derrière, il y a évidemment une organisation qui fait un planning pour un tas de sous-traitants. Nous, on travaille différemment. On a décidé de proposer uniquement les travaux qu'on réalise nous-mêmes. Donc, ça veut dire qu'on a des gens sur notre payroll qui sont aujourd'hui vraiment spécialisés, principalement dans l'électricité, la plomberie, les finitions intérieures, les toitures, des travaux extérieurs et du handyman, comme on les appelle, donc des hommes un peu à tout faire. Quel conseil tu donnerais à des personnes aujourd'hui qui aimeraient se lancer dans le même secteur d'activité que toi ? Il y a quand même, je pense, beaucoup de conseils à donner. En même temps, nous, on y est arrivé en moins de 10 ans, simplement parce qu'on a vu qu'il y avait un marché. En fait, il y avait une vraie demande. Et on l'a fait petit à petit, donc c'est-à-dire 100 clients et 100 premiers techniciens. Les conseils, c'est dans un premier temps, il faut trouver les clients, forcément. Il faut intéresser le client, il faut que ça tienne la route aussi. C'est-à-dire que quand un technicien vient sur place, il faut qu'il fasse son job, qu'il le fasse proprement. Le client attend aussi un reporting. Ça veut dire qu'il ne faut pas juste un technicien, il faut aussi un système derrière qui permet justement au client de vérifier si tout s'est bien passé parce que lui n'est pas toujours sur place. On travaille pour certains réseaux qui ont plus de 200, 300, parfois 500 magasins. Donc le gestionnaire ou le demandeur de travaux n'est pas sur place. Donc il faut qu'il puisse vérifier derrière si tout s'est bien passé. Justement, tu parlais de tout l'aspect clientèle. Comment ça se passe au sein d'Ocadeo pour que vous puissiez garder vos clients ? Comment vous tenez ces clients dans votre database ? On a la chance d'avoir, je dirais, de très bons techniciens. Bon, parfois, évidemment, il y a un petit turnover, mais on a très vite tablé sur la qualité, pas le prix le moins cher. Ça ne veut pas dire qu'on est le plus cher, mais on est dans un prix moyen. Mais donc, si le client paye un prix, ça veut dire qu'il a droit aussi à la qualité. On s'est vraiment focalisé très rapidement à trouver des gens spécialisés. Donc, je parlais là tantôt de handyman. C'est un peu un terme péjoratif. On en a qui savent faire un peu de tout, mais on a très vite compris que les clients veulent, quand ils ont un problème électrique, que ce soit un électricien qui passe et pas un handyman pour faire un petit job. Donc, il faut aller jusqu'au bout de l'intervention. Pour ça, il faut des gens spécialisés. Handyman, c'est quelqu'un qui est polyvalent. C'est la polyvalence qui peut faire plusieurs choses. Ce n'est pas un spécialiste. Il n'est pas spécialiste dans un certain domaine. Donc, il est effectivement généraliste. Un handyman, c'est un technicien qui, par exemple, vient dans un magasin et fait un tas de petites choses que d'autres n'ont pas envie de faire. Donc, c'est-à-dire remplacer un carrelage, changer un siphon, changer une lampe et mettre de l'huile sur une porte qui grince. Ça, c'est un handyman. Mais effectivement, ce n'est pas le spécialiste dans tout. S'il y a vraiment un problème plus grave ou un travail plus conséquent à réaliser, il vaut mieux avoir un spécialiste. Mais quelles sont les autres spécialités que vos techniciens proposent ? Il faut savoir que le handyman, c'est une petite partie de ce qu'on propose. Forcément, c'est absolument nécessaire et utile. Mais comme j'ai déjà expliqué, le plus important, c'est de travailler avec des gens spécialisés.
Donc, nous proposons nos services. Ces services sont réalisés par nos techniciens qui sont sur notre payroll. C'est important, effectivement, qu'on puisse aller jusqu'au bout du service. C'est-à-dire, on a des électriciens aujourd'hui, on a des plombiers, on a des finisseurs, donc ça veut dire mur, sol, plafond. On a des toituriers et une petite partie, c'est effectivement un peu tout faire par un handyman. 85% des interventions qu'on fait sont faites par des spécialistes, mais on ne fait pas que des petites interventions. Donc j'ai des techniciens qui font 3-4 interventions sur la journée. On fait à côté de ça aussi, je ne vais pas les appeler des chantiers, mais des travaux plus importants. Les travaux plus importants, ça peut être rénover des chambres, des salles de bain dans une maison de repos, ça peut être repeindre un hall complet d'un bâtiment, c'est refaire la plomberie plus importante pendant une semaine avec 2-3 hommes. Donc on fait également ce type de travaux-là. On a tout le côté travaux plutôt esthétiques, mais qu'est-ce qu'il en est des travaux qui sont obligatoires? Alors c'est vrai que de plus en plus les réglementations évoluent également. Et dans ce cadre-là, nous allons même plus loin et on peut mettre l'électricité en conformité, y compris les plans unifilaires, etc., les schémas unifilaires. Par exemple également la protection incendie. On a au sein d'Okedo Building Maintenance une entité qui s'appelle Secufire et qui est spécialisée dans la protection incendie. Ça veut dire qu'on pose et on contrôle des extincteurs, des dévidoirs, des portes RF, etc. Et donc cette législation-là est aussi en train de changer de plus en plus ces derniers temps. Quels sont les constats récurrents que tu peux observer dans ton métier? Eh bien, on constate de manière générale que déjà au niveau protection incendie, je ne vais pas dire qu'on est rarement en norme, mais ça dépend des bâtiments. Beaucoup de bâtiments résidentiels aujourd'hui, c'est-à-dire des bâtiments d'appartements, sont rarement 100% en conformité, aussi bien au niveau électricité, mais surtout au niveau de la protection incendie. Protection incendie, ça veut dire quoi? Il ne suffit pas d'avoir des extincteurs, mais il faut aussi vérifier s'il y a les portes coupe-feu qui fonctionnent, des blocs de secours, très important, parce que finalement, ce n'est pas tellement le feu qui tue les gens, c'est simplement qu'ils n'y voient plus rien parce qu'il y a trop de fumée, et si les blocs de secours ne fonctionnent pas, les gens ne savent simplement pas sortir du bâtiment. Ça, c'est une première chose. Ensuite, plutôt sur des bâtiments, je dirais, industriels ou bureaux, c'est la maintenance préventive. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Ça veut dire entretenir cette toiture, entretenir les abords, etc. Vaut mieux que d'attendre que l'eau coule de la toiture parce que tout est bouché et parce qu'on a mal entretenu sa toiture. C'est-à-dire qu'on a après plus de dégâts, on est dans l'urgence, etc. Une maintenance préventive est la meilleure façon simplement pour entretenir. Ça ne coûte pas plus cher, mais ça prévient énormément de dégâts. Et c'est forcément plus facile à gérer au niveau des coûts et au niveau du planning. Ça limite clairement les dégâts. Ça limite clairement les dégâts, voire ça les évite. Ça veut dire que moins de discussions avec les assurances, avec les habitants ou avec les gens qui occupent les bureaux. Oui, il existe des plans préventifs, je dirais assez simples. De nouveau, ce n'est pas une question de coût, c'est simplement une question d'organisation. Quelqu'un qui commence chez vous en tant que sales, vendeur, vous avez des sales, des vendeurs au sein d'Okadeo pour vendre vos services? Non. Non, il n'y a pas de sales. Mais comment vous faites du coup pour trouver ces clients? Le suivi, la qualité de vos techniciens, etc. Oui. Mais avant que ces personnes-là aillent sur le terrain, il faut les trouver des clients. Donc comment ça se passe à ce niveau-là? À ce niveau-là, moi j'ai eu la chance d'avoir démarré en fait Okedo Building Maintenance avec des associés. La partie commerciale, on l'a divisée en deux, c'est-à-dire il y a 2 des 4 associés en fait qui ont plutôt fait le démarchage au niveau de la clientèle. On s'est naturellement partagé. Géry fait plutôt la partie syndic et moi je fais plutôt la partie retail et également les clients néerlandophones puisqu'on en a quand même beaucoup. Et puis on a démarré comme ça tout simplement. Oui, il y a eu un certain démarchage au départ et puis ensuite il y a quand même pas mal de clients qui ont amené d'autres clients. Il y a aussi parfois un certain turnover auprès des facility managers, donc il fait que l'un quitte un réseau pour un autre et puis nous propose de nouveau dans ce nouveau réseau. Et puis on a aussi, comme je disais là tantôt, quand même fait très très attention au niveau de la qualité, au niveau du suivi du client. On a des clients très fidèles depuis plusieurs années et des clients importants. Vous avez une certaine notoriété en fait maintenant. Oui, je pense. En tout cas, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait les rendez-vous des prospects, des gens que je n'avais jamais rencontrés avant. Effectivement, je pense qu'on a une assez bonne réputation dans le marché du facility management. Quelles sont les principales difficultés qu'on peut rencontrer au niveau commercial dans votre secteur? Difficulté, je dirais la première difficulté dans notre métier, c'est de ne pas avoir assez de temps. C'est-à-dire qu'en tant qu'associé, on n'a quand même pas que ça à faire. On s'est vite développé en peu de temps, ce qui demande évidemment aussi beaucoup de travail au niveau du suivi des techniciens, au niveau du suivi des gens internes, de repenser parfois aussi au restructurer la société parce qu'elle grandit. Je dirais honnêtement, la partie commerciale est, je ne vais pas dire devenue accessoire, mais on suivait nos clients, mais pendant un certain temps, on n'a pas assez prospecté.
Très bonne liaison. Du coup, maintenant, on va parler de la collaboration avec PHCom. Raconte-moi un petit peu l'historique de PHCom. Depuis quand et pourquoi cette collaboration? On est rentré en contact avec PHCom via un client qui nous a parlé de PHCom vers avril-mai. Et on était justement en train de se réorganiser un tout petit peu et de se dire qu'il fallait quand même reprospecter. Voilà, on a très vite pris contact. Le contact s'est bien passé. C'est vrai qu'au début, on est toujours un peu sceptique, puisqu'on se dit, non, on sait faire mieux, donc pourquoi eux, pas nous? Mais voilà, on s'est rendu compte que, de un, c'est un métier. Même moi, que je suis commercial depuis 30 ans, il faut être honnête, c'est pas la partie la plus marrante. C'est de téléphoner, c'est d'avoir des rendez-vous et de retéléphoner jusqu'à quand on a vraiment le rendez-vous. Ça nous a franchement bien aidé. Est-ce qu'on peut dire que la collaboration avec PHCom vous a permis d'être plus productif, de gagner plus de temps? Ça nous a fait gagner du temps, certainement, puisqu'on n'aurait jamais pu avoir autant de rendez-vous en peu de temps. On a eu plus ou moins une trentaine de rendez-vous en 3 mois. Si on avait dit ça au début, j'y aurais pas cru. Oui, ça nous a fait gagner du temps, en tout cas, et ça nous a déjà fait gagner certains clients. Philippe, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager par rapport à la collaboration avec PHCom? C'est plutôt une coïncidence. Suite à la prospection, on m'avait fixé un rendez-vous chez un prospect. Bon, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de mails, de rendez-vous, etc. Donc, j'y ai pas fait attention tout de suite. Mais la veille du rendez-vous, je me suis dit, tiens, j'ai rendez-vous chez qui demain? Où est-ce qu'on m'a mis ce rendez-vous? Et finalement, c'était chez un ami à moi. Mais c'était une boîte qui fait dans la promotion immobilière. J'avais pas rendez-vous avec cet ami. Je dirais heureusement, quelque part. J'ai fait connaissance lors de ce rendez-vous avec 2 personnes. Mais je me suis dit, ils ne sont pas au courant qu'on se connaît. Donc, j'ai fait ma présentation, etc. Et c'est seulement après 1h30 qu'une des 2 personnes m'a dit, oui, mais vous connaissez quand même notre CEO, etc. Et donc là, j'ai dit, oui, c'est vrai. Mais ils m'ont posé la question, pourquoi est-ce que tu prends contact que maintenant et pourquoi tu n'es pas passé par cette personne-là? J'ai dit tout simplement parce que j'y ai pas pensé, de un, et puis de deux, je pense que c'est mieux justement de ne pas passer par quelqu'un, entre guillemets, peut-être plus privilégié. Ça aurait mis peut-être plus un accent plus obligatoire des gens. Donc je préfère justement rencontrer les personnes sur le terrain et après que ça se confirme que voilà, on est quelqu'un de digne de confiance. Est-ce que dans les différents rendez-vous que les prospecteurs de PHCom ont pris pour toi, pour Rocadéo, est-ce que tu as eu des bonnes surprises? Oui, j'en ai eu plusieurs. Dans les surprises, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte du nombre de réseaux qui existent. Avec réseau, je veux dire certains clients, ce sont des entreprises qui gèrent beaucoup de bâtiments. Je pense par exemple à un client que j'ai rencontré, il gère en Belgique plus de 700 bâtiments, ce qui est quand même énorme. Donc je veux dire par là, c'est pas une enseigne, c'est pas une marque. Ça veut dire que c'est une société qui gère 700 bâtiments. Ces bâtiments sont à eux, mais en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait trouver tout seul. Je veux dire par là, il faut à ce moment-là passer par une entreprise, par exemple comme PHCom, qui connaît ce sous-monde, ce monde, je dirais, inconnu, puisque ce n'est pas une marque connue. Il faut vraiment connaître les sociétés qui gèrent ces bâtiments et les personnes qui travaillent dans cette société pour arriver finalement au bon rendez-vous. D'après toi, c'est quoi les compétences commerciales qui sont essentielles aujourd'hui? Je ne vais rien apprendre. Moi, je suis commercial depuis 30 ans. Je pensais au début qu'il fallait beaucoup parler, mais finalement, ce n'est pas vrai. J'ai appris, moi, dans le temps, qu'il vaut mieux poser quelques questions et écouter que finalement essayer de vendre son produit ou son service coûte que coûte. Voilà, c'est d'abord laisser parler l'autre avant de présenter son produit ou son service, parce que finalement, c'est le client qui nous donne la clé ou qui nous donne la réponse de est-ce que ça pourrait être intéressant pour lui ou pas. Et puis après, il faut aussi être honnête. On ne peut vendre que quand il y a un réel besoin. Donc parfois, un rendez-vous peut simplement se terminer en disant on conclut là, mais je ne peux rien faire pour vous ou vous n'avez pas de besoin auquel je peux répondre. L'écoute est primordiale. L'écoute est primordiale et poser les bonnes questions aussi. Et pour poser les bonnes questions, il faut s'intéresser aussi à la personne qu'on a en face de nous et qu'on a au bout du fil. Bien sûr. C'est aussi l'expérience qui fait que c'est pas forcément poser des questions pour poser des questions, c'est simplement parce qu'on s'intéresse vraiment à la problématique du client. On connaît les problématiques de manière générale. Après, un réseau de bâtiments ou des bâtiments, c'est pas toujours la même chose. Donc, le client cherche, il cherche des solutions techniques, oui. Après, il y a différentes façons d'y arriver aussi à intéresser le client, c'est-à-dire pas uniquement l'intervention technique, mais aussi la partie administrative. C'est-à-dire, comme j'ai dit au début, le client veut un bon reporting, il veut savoir où il en est, et il veut aussi arriver à de bonnes conclusions. Donc, on doit aller plus loin simplement que l'intervention technique. Il faut aussi l'aider dans la gestion
de ces bâtiments et pouvoir créer une valeur ajoutée à ce niveau-là. Quelle est ta prochaine ambition ou objectif commercial personnel? Les objectifs sont toujours, je dirais, doubles. On a d'une part les objectifs pour la société. Forcément, quand on crée une société à partir de zéro et qu'aujourd'hui on a 30 employés et ouvriers, on a quand même une certaine responsabilité. Donc ça veut dire qu'on doit les nourrir, entre guillemets, et on doit être certain qu'on puisse les garder pour qu'on puisse continuer à travailler avec eux et pour eux. Donc ça, c'est mon premier objectif. Le deuxième, je dirais peut-être plus personnel, au niveau commercial, c'est de décrocher à un moment des enseignes, plus d'enseignes, peut-être des enseignes plus connues, puisque ça sert toujours aussi de référence pour les prochains clients, pour les prochains rendez-vous. On en a déjà. C'est facile de dire on travaille pour un tel ou pour un tel. Quelque part, le prospect se sent quand même plus à l'aise. Personnellement, j'ai quelques objectifs qui me feraient plaisir. C'est important d'avoir des références comme ça, de sociétés avec qui vous collaborez depuis des années. Oui, certainement. Ça compte évidemment pour les prospects puisque ça les réconforte qu'on est déjà dans ce marché, qu'on est déjà actif, qu'on sait comment ça fonctionne. De nouveau, ce n'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question de suivi de clientèle, de système informatique ou une plateforme qui permet justement de le faire. Je pense que tout le monde aime bien acheter dans un magasin où il n'est pas le seul à acheter. Et il y a déjà des centaines de personnes qui sont passées avant et qui sont satisfaits. Ça réconforte forcément dans l'achat. Si tu devais définir ta collaboration avec PHCOM en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais en tout cas rapidité, efficacité et professionnalisme. Merci Philippe et tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup.